Alors, bonjour, je vais vous présenter une étude italienne qui s'intitule Safety and Efficacy of Vacuum Assisted Thromboaspiration in Patient with Acute Lower Limb Ischemia, the Indian Trial. Donc, c'est une étude multicentrique réalisée par des équipes italiennes sur le traitement de l'ischémie aiguë des membres inférieurs. Donc, en introduction, je vous parlais un petit peu de l'ischémie aiguë des membres inférieurs. Donc, c'est un risque important de morbidité et de mortalité périopératoire, notamment avec 30% d'amputation. À savoir que les principales techniques utilisées, notamment le gold standard, c'est la thrombectomie à la sonde de Fogarty, qui a été inventée en 1963 par Thomas Fogarty. Ensuite, dans les années 70, est arrivée l'invention de la fibrinolyse, qui a permis notamment une efficacité principale au niveau de l'occlusion de pontage prothétique. Cependant, du coup, il reste encore une marge de progression importante sur le traitement de ces ischémies aiguës, et notamment sur l'efficacité du traitement et sur le temps de revascularisation, le temps avant la revascularisation. Donc, il y a de nombreux dispositifs endovasculaires qui ont été testés au fur et à mesure des années, par thromboaspiration ou par thrombectomie mécanique, soit par fragmentation ou lyse, ou par méthode combinée. Cependant, la plupart des dispositifs n'ont pas trouvé une efficacité ou une sécurité acceptable par rapport au gold standard. Et donc là, je vais vous présenter un dispositif qui est inspiré des thromboaspirations pour les thrombectomies au niveau des AVC ischémiques, qui a débuté en 2005. Et donc en 2014, ils ont commencé à tester ce dispositif sur les ischémies aiguës sur les artères périphériques. Donc c'est le dispositif Indigo Penumbra de thromboaspiration. Donc c'est une pompe à pression négative qui permet donc une aspiration à haute pression associée avec un dispositif de fragmentation du caillot qu'ils appellent séparateur. Donc l'étude, son objectif, c'est d'évaluer l'efficacité et la sécurité à court terme du système de thromboaspiration Penumbra chez des patients qui ont une ischémie aiguë des membres inférieurs à 14 jours. Donc c'est un registre national italien sur 16 centres multicentriques, donc prospectifs, non contrôlés, non randomisés. Et il faut savoir que seuls les centres qui ont pratiqué au minimum 20 procédures avec le Penumbra ont eu la possibilité de participer à ce registre. Donc les critères d'inclusion, c'est bien sûr un patient qui a une ischémie aiguë du membre inférieur, qui date de moins de 14 jours, avec un Rutherford 1, 2A ou 2B, donc tout ce qui est en dehors de l'ischémie, avant l'ischémie dépassée, avec au maximum un déficit moteur incomplet. Et en sachant que dans les critères d'inclusion, il faut aussi qu'il soit considéré comme éligible aux thromboaspirations par l'opérateur qui va faire l'intervention. Les critères de non-inclusion, du coup, c'est un Rutherford 3, donc une ischémie considérée comme dépassée avec un déficit moteur total, une contre-indication à un traitement anti-agrégant, anticoagulant ou à la thrombolyse, une espérance de vie inférieure à 6 mois, ou une allergie au produit de contraste et une instabilité hémodynamique. Donc ils ont inclus entre 2017 et 2019 150 patients, en sachant qu'ils ont refusé donc 61 patients pour diverses raisons, 18 patients parce que pour une expérience de l'opérateur insuffisante ou des difficultés au niveau de l'intervention jugées comme non éligibles. Et ensuite, c'est 13 patients pour une ischémie de plus de 14 jours, 5 pour des contre-indications à médicaments, et 10 pour les Rutherford 3. Alors, à l'inclusion, le Rutherford, donc, il était majoritairement 2, donc 2A c'est 40% et 2B c'est 43%, en sachant que le 2A, il y a juste un déficit sensitif sans déficit moteur, et le 2B, il y a un déficit moteur incomplet. Et donc l'étiologie de l'ischémie aiguë, principalement, c'était embolique dans 17% des cas, thrombotique pour 47% des cas, et inconnu dans 36% des cas. Thrombotique, c'est quoi? C'est thrombose in situ? C'est plutôt de la thrombose in situ. Et les pathologies, donc c'était 68% des patients sur l'ischémie aiguë avaient des alternatives, et 32% avaient déjà bénéficié de traitements endovasculaires, notamment endovasculaires ou ouverts
notamment angioplastie ou pontage. Est-ce qu'il décrit la localisation où ça se situe? Et quel type d'artère en fait est proposé? C'est majoritairement fémoral superficiel, poplité. D'accord. Et est-ce qu'ils évaluent le volume de caillots à un moment ou à l'autre? Est-ce que c'est des caillots petits, gros? Est-ce qu'il y a une façon d'évaluer ça? Ils évaluent la longueur du caillot, la longueur moyenne. C'est ça qui va le donner après. Ouais. Donc ça c'est le tableau d'inclusion des malades. Donc, majoritairement donc, des hommes avec un âge moyen de 72 ans. Majoritairement hypertendus. Ensuite, il n'y avait pas beaucoup de diabétiques, mais en ischémie aiguë, c'est pas forcément le terrain, avec 30% de fibrillation atriale. Donc la procédure, donc, elle consiste à repérer l'artère occluse par une angiographie. Ensuite, de mettre en place le cathéter d'aspiration le plus proche possible du thrombus, en choisissant au maximum un cathéter de la même taille que l'artère revascularisée. Ils ont majoritairement utilisé des cathéters de 6 French et 8 French, dans plus de 80% des cas. Et donc il faut mettre au contact le plus possible le cathéter du thrombus, et ensuite activer la pompe d'aspiration et retirer progressivement le cathéter. Et on peut utiliser le séparateur qui permet de fragmenter le thrombus pour aider à l'aspiration du caillot, qui est utilisé dans cette étude pour 42% des patients. Et donc ensuite, était autorisé de faire une procédure supplémentaire, soit par angioplastie stenting, fibrinolyse ou folie. Et donc, par ailleurs, au niveau des traitements médicaux, en pré-procédure, du coup, ils étaient tous sous héparine en IVSE. Ils avaient, pendant la procédure, une héparine par 70 unités kilo pour maintenir un TCA entre 225 et 250. Donc l'héparine n'était pas arrêtée pendant la procédure, maintien d'une héparinothérapie. Ouais. Et en post-procédure, ils utilisaient un traitement anticoagulant qui était laissé à la préférence de l'opérateur, en moyenne qui a été laissé 3,6 jours. Et au niveau des traitements post-opératoires, donc la plupart étaient sortis sous double anti-agrégation plaquettaire pendant 1 mois, et ensuite mono-anti-agrégation, sauf les patients sous ACFA qui étaient sortis sous anticoagulant curatif plus mono-anti-agrégation. Donc les critères de jugement principal, c'était le succès de la thromboaspiration, qui était défini comme avec des critères angiographiques. Ils ont utilisé la classification typique et une classification modifiée de la classification timide des infarctus du myocarde, donc qui correspond en fait à le TIPI 0 qui correspond à une occlusion complète, le TIPI 1 qui correspond à une occlusion partielle avec aucun flux distal en aval, le type 2 qui correspond à une occlusion partielle avec des flux distaux, et le type 3 qui correspond à une revascularisation normale, avec des flux distaux normaux. Et donc le critère de jugement principal, c'était le succès qui était défini par un type 2 ou 3, donc la présence de flux distal. Donc après, ils ont mesuré le type 2 et 3, après la thromboaspiration seule, et après les procédures supplémentaires si nécessaire qu'ils ont faites après la thromboaspiration. Ensuite, les critères de jugement secondaire, donc c'était le succès clinique à 1 mois évalué par la classification de Rutherford, les éléments de sécurité et la perméabilité primaire à 1 mois, qui était évalué comme une sténose inférieure à 50%. Et donc sur l'étude, donc sur les 150 patients, ils ont utilisé pour la très grande majorité des patients une voie d'abord fémorale percutanée. Donc le thrombus, il avait en moyenne une longueur de 110 mm, donc c'est plutôt des lésions longues, j'ai l'impression, c'est bon. Et donc en moyenne 110 mm, et donc la plupart, donc le tableau en dessous c'est la localisation du thrombus, la plupart donc sur la fémorale superficielle poplitée, et aussi 30% tout de même sur les axes de jambes. Ouais, c'est une majorité quand même de lésions qui sont pas fémorales superficielles, qui sont près de 70% des cas, c'est fémoral commun, axe de jambe et poplité. Ouais, fémoral superficiel, pas fémoral commun. Ah, c'est pas fémoral commun? Fémoral commun, il y en a 17. Ils sont ici. Ouais, fémoral commun. Ok, fémoral superficiel. C'est vraiment fémoral superficiel poplité. En sachant qu'il y en a plusieurs il y en a 30% qui sont à cheval sur la fémorale superficielle à poplité.
Hop. Et donc, après le système thromboaspiration Penumbra, ils ont trouvé un succès, donc une classification typique 2 et 3 directement après la procédure seule, dans 88,7% des cas. S'ils retrouvaient en fait, donc là c'est la classification TIPI avant l'intervention. Ici c'est la classification TIPI juste après l'utilisation du Penumbra. Et ici c'est la classification TIPI après toutes les procédures. Donc là, c'est le TIPI 3, donc une vascularisation avec des axes de bande normaux. Le TIPI 2 avec des flux distaux présents. Et donc, on voit qu'avec le Penumbra seul, on avait donc 54% de TIPI 3 et 34% de TIPI 2. Et ensuite, avec l'utilisation des procédures supplémentaires, on a surtout modifié le TIPI 2 en TIPI 3 pour la moitié des patients. Et donc, au total, 88,7% de succès après le Penumbra seul et 95% de succès avec les procédures complémentaires. En sachant que ici, donc ça représente donc l'utilisation du Penumbra et ici l'utilisation de toutes les procédures avec donc le pourcentage de succès. Donc sur les alternatives, on avait 87% de succès avec le Penumbra et un petit peu amélioré avec les autres procédures, 93%. Et on voit que le Penumbra, il a très bien marché sur les pontages, avec 100% de succès, et sur les thrombectomies à la Fogarty, qui sont retrombosées, 100% de succès aussi. En sachant qu'il y a quand même moins de patients dans l'étude, que 12 et 10 ici. Les procédures supplémentaires, donc elles ont été réalisées dans 60% des patients, 91 patients. Et donc 39 patients ont bénéficié d'une procédure supplémentaire parce qu'ils avaient une lésion chronique sous-jacente potentiellement responsable de l'ischémie aiguë. Et 52% ont bénéficié d'une procédure supplémentaire parce qu'il y avait un thrombus résiduel. Donc ça reste quand même 30% des procédures. Et en sachant que donc pour les patients qui avaient des lésions chroniques sous-jacentes, la procédure supplémentaire a consisté en une angioplastie ou un stenting de l'artère en question. Et pour les patients qui avaient une thrombose résiduelle, pour la majorité, donc 40% des patients et 40 plus 20% même, ils ont bénéficié d'une thrombolyse, plus ou moins un stenting, et sinon 30% ont bénéficié d'un stenting. Est-ce qu'il décrit la thrombolyse? Est-ce que c'est une thrombolyse en one shot avec un bolus après la thrombectomie, ou est-ce que c'est une thrombolyse sur 2-3 jours pour type McMahon? Je pense que c'est une thrombolyse pas en one shot, mais parce que justement ils décrivent le temps de thrombolyse après l'utilisation du Penumbra, en moyenne, qui est à 15,5 heures. Donc c'est quand même court, mais c'est pas en one shot. D'accord. Donc au niveau des données de sécurité, donc la durée moyenne de la procédure a duré 86 minutes, avec une perte sanguine de 242 cc en moyenne. Il n'y a eu aucune lésion de vaisseau relatif au système de procédure. Il n'y a pas eu d'embolisation d'artère distale non plus. Il y a eu 5% d'aponeurotomie de décharge, un épisode d'insuffisance rénale aiguë, 3 rethromboses qui ont bénéficié d'une réintervention. Il n'y a pas eu de décès, il y a eu une amputation transtibiale et l'absence d'hémorragie systémique. Il y a eu 3 épisodes de saignement de point de ponction, 2 résolutifs sous précompression et 1 après abort chirurgical. Et donc l'héparine en post-opératoire était maintenue en général en moyenne pendant 3,6 jours, avec une durée moyenne d'hospitalisation des patients de 3 jours. Et donc à 1 mois, il y a un décès dans le registre. Pour un patient, on n'a pas la cause exacte du décès, mais un patient avec un état polypathologique sévère. Il n'y a pas eu d'autres amputations. Il y a 11 patients qui ont bénéficié d'une réintervention, dont 8 pour une occlusion et 3 pour une sténose supérieure à 50%. Et le succès clinique, donc évalué par la classification d'Interferon, était à 98,7% et une perméabilité primaire à 92%. Une question sur les inclusions. Est-ce qu'il y a eu des anévrismes poplités traités ou pas? Ils n'en parlent pas du tout dans leur dénomination. Ça ne faisait pas partie des critères d'exclusion non plus. Et donc, en résumé, donc, il y a plusieurs dispositifs endovasculaires qui avaient déjà été testés pour l'utilisation de thrombectomie des ischémies aiguës du membre inférieur. Et la principale difficulté qui était retrouvée,
c'était de trouver un dispositif qui était capable d'aspirer en totalité le thrombus, qui pouvait être d'âge différent. Alors là, visiblement, ce qu'ils expliquent, c'est que c'est possible, notamment grâce à la pression négative qui est très importante, et l'utilisation du séparateur qui peut fragmenter le caillot, et tout en gardant un cathéter flexible avec une petite taille qui permet une navigation endovasculaire au niveau des petits vaisseaux. Donc le système Penumbra, du coup, d'après cette étude, représente peu de risques de lésions artérielles. Notamment, il explique parce qu'il n'y a pas de système de force rotationnelle qui est susceptible de léser la paroi de l'artère. Il permet une bonne navigation dans les vaisseaux de petit calibre en comparaison aux autres dispositifs endovasculaires déjà testés. Il permet aussi de gagner un temps considérable si l'on compare la thromboaspiration à l'utilisation de la fibrinolyse. Et donc, ce qu'ils expliquent, le faible taux de fasciotomie de décharge dans l'étude, qui était à 5%. Et il représente donc une alternative pour les situations où la thrombolyse est contre-indiquée et où, avec des risques opératoires importants. Et si la fibrinolyse est nécessaire malgré le système Indigo, on a vu que du coup la durée moyenne de fibrinolyse était de 15,5 heures, ce qui était plutôt assez court, j'ai l'impression, par rapport aux fibrinolyses habituelles. Donc il doit pouvoir baisser le risque hémorragique. Donc il y a plusieurs études avec le système Penumbra qui ont été en cours sur ces dernières années. Et la plupart des études ont retrouvé des résultats similaires. Il y a juste une étude monocentrique avec 43 patients qui a retrouvé une efficacité moindre, avec un taux de succès de 51%. Et les auteurs de l'étude avaient souligné le fait qu'ils ne bénéficiaient pas d'une description assez précise de la technique de l'utilisation du Penumbra, notamment l'utilisation du séparateur qui n'est pas utilisé, qui n'est pas dont ils omettent de parler dans l'étude, et les changements de cathéter au niveau des tailles, parce que dans l'article, ils expliquent bien qu'en fonction des vaisseaux, s'il y a des thrombus plus ou moins distaux, qu'il faut bien savoir changer le cathéter, de taille, etc., même pendant la procédure pour pouvoir avoir une bonne revascularisation. Donc cette étude, elle présente aussi quand même quelques limitations. C'est le fait qu'elle n'a pas eu de randomisation et elle n'a pas de groupe contrôle. C'est le fait que les patients ont été sélectionnés tout de même pour une partie laissée selon l'avis de l'investigateur, selon l'éligibilité selon l'avis de l'investigateur. On ne sait pas exactement sur quels critères. Il y a 18 patients du coup, qui ont été exclus et on ne sait pas pourquoi exactement ils ont été exclus. Et la participation du registre, c'est exclusivement pour des opérateurs qui ont utilisé au minimum 20 fois le système Penumbra. Et donc après, il y a une utilisation fréquente de procédures complémentaires. Après, en sachant que ça peut être souvent pour traiter les lésions chroniques sous-jacentes, mais qui est du coup qui n'est pas à l'étude, qui n'est pas au sujet de cette étude de la thrombectomie. Donc ce registre prospectif multicentrique révèle donc une sécurité et une efficacité à court terme satisfaisante du système Penumbra pour des patients sélectionnés avec une ischémie aiguë inférieure à 14 jours, en gardant à l'esprit que dans 30% des cas, il faut faire une procédure supplémentaire pour lever totalement l'occlusion, et dans 30% des cas, il faut faire une procédure supplémentaire pour traiter une lésion chronique sous-jacente. Il faut quand même avoir une expérience importante avec ce dispositif afin d'avoir de bons résultats, et qu'il faut savoir bien reconnaître les patients qui pourraient être éligibles à cette intervention. Et donc peut-être qu'on pourrait essayer de faire un essai contrôlé randomisé ensuite pour voir l'efficacité réelle du système Penumbra, en sachant que le système Penumbra, du coup, il permet de traiter l'ischémie aiguë, mais il ne traite pas la cause de l'ischémie aiguë, et donc forcément, on doit toujours refaire des interventions supplémentaires, type de stent ou angioplastie. Voilà. Donc, en fait, la thrombectomie chimique n'exclut pas, enfin la thrombectomie mécanique avec le Penumbra ou autre n'exclut pas la thrombectomie chimique en fait. Hein. Les deux sont complets. Est-ce qu'il y a quoi, 40% d'association avec la thrombectomie Alors en fait, ils ont chimique à peu près dans le cas. Il y a combien de cas de fibrinolyse? Ils ont fait, au total, ils ont fait 31 fibrinolyses. Donc, il y avait 150 patients.
Donc en pourcentage, ça fait. Et du coup, ça fait 25% de plus, je pense. Donc il faut avoir vraiment les deux techniques, quoi. Ouais. Ok. Et par contre, ça permettait du coup de diminuer le jour de la fibrinolyse. Alors ça, il le prouve pas vraiment. Enfin, il le prouve pas, parce mais que ouais. c'est pas tout le temps. Ouais. Et dans la discussion, est-ce qu'il parle des dispositifs de thrombectomie mécanique concurrents, Non. comme le Rotarex ou des choses comme ça? Non. Est-ce qu'il y a probablement eu des études avec ces dispositifs-là? Ils ont parlé de l'angiojet, l'étude angiojet. Ouais. Ouais, ça c'est Boston. C'est le seul dont ils ont parlé en plus. Mais en fait, L'angiojet, c'est un peu différent, c'est un dispositif pas simplement mécanique, mais pharmacomécanique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une instillation d'urokinase, plus une fragmentation et une thromboaspiration du caillou. Quelqu'un a l'expérience du Rotarex ou de l'angiojet en artérielle? C'est pas pareil. Angiojet, c'est pas pareil que le Gestream. Non. Non. Non, pas du tout. Non, le G-Stream, c'est mécanique. C'est une foreuse avec une aspiration du caillot. Et l'angiojet, en fait, il y a une première. Tu pénètres le thrombus avec un guide, tu mets le cathéter qui va ensuite instiller à haute pression, comme une poire, en fait, de jet d'urokinase. Ensuite, tu retires ton cathéter, tu laisses 30 minutes et tu reviens avec au même endroit, mais cette fois-ci pour, aspirer le caillot. Donc il y a un effet de fragmentation, instillation et aspiration des balles. justement, dans l'angiojet, il disait que en fait, je l'ai comparé à la fibrinolyse et qu'il y avait un risque plus important d'embolisation distale. Dans l'angiojet, c'est pour ça que c'était le souci qui est souligné dessus. Ils n'ont pas parlé des autres dispositifs dans l'angiojet. D'accord. Des questions? Oui. Ok. Fort. On peut entendre. Il y a 11 ou 15 malades qui sont touchés à un mois, qui sont censés être des gens qui reviennent en ischémie aiguë. Qu'est-ce que ça a comme impact de faire ischémie aiguë sur ischémie aiguë chez ces gens-là? Je trouve qu'il y a 10% de gens qui sont touchés à un mois. Donc la parité primaire à un mois, elle est de combien? Alors, il y a eu 11 réinterventions, il y a eu 8 occlusions et, sur les 150 patients à un mois. Ensuite, dans le mois qui a suivi, ensuite, au niveau de la perméabilité primaire, à un mois, ils évaluent à 92%. Donc, je pense que c'est les 8. Je pense que là-dessus, en fait, le critère primaire, enfin, il y a deux critères, il y en a un qui est présent et l'autre qui n'est pas présent, qui me paraissent importants. Sur l'ischémie aiguë, c'est le pronostic du membre. Le pronostic de sauvetage de membre qui est important. Et le deuxième critère qui est aussi fort, à mon avis, et qui n'est pas traité ici, c'est le critère fonctionnel. C'est-à-dire qu'est-ce que les gens ils vont avoir un stépage ou quoi que ce soit. C'est ça surtout sur l'ischémie aiguë. Donc, les amputations majeures, il n'y en a pas, je crois. Il y en a une amputation transférée. Il y a un décès. Un décès à un mois. Mais par contre, il n'y a pas d'évaluation fonctionnelle. Ils évaluent le Rutherford. S'il y a le Rutherford quand même. Qui était à 98% à un mois. 90% de quoi? De Rutherford asymptomatique? De Rutherford. De 0? Oui, c'est vrai, c'était. La chose, c'est que les ischémies aiguës, pas très grave. Il y a des tout petits déficits sur le moteur. Enfin, ils ont exclu les ischémies dépassées, en fait, ce qui est logique, ça. Ils ont pris toutes les ischémies aiguës, sauf les ischémies dépassées. Ils ont exclu toutes les ischémies aiguës avec un déficit moteur complet. Ouais. Donc ça, Ouais, en fait, ceux qui sont graves, c'est ceux-là. Parce que ceux qui sont sensitifs, simplement, souvent, trouvent des plaques médicaments. Moi, ça m'a pas choqué, ça. Ils excluent simplement. Tous les déficits graves, effectivement. Ce qui définit comme les ischémies dépassées. Non. Non, il met un stade encore supplémentaire derrière. Le Rutherford 3, j'ai regardé du coup, dans l'ischémie aiguë, et c'était donc. Voilà, donc en fait, ils ont exclu uniquement les ischémies dépassées, le Rutherford 3, et ils ont donc avec les paralysies et la rigidité, et ils ont inclus toutes les autres ischémies aiguës, donc les Rutherford 1, 2A et 2B.
Alors, au niveau de. À un mois, en fait, il parle de succès clinique à 98,7%. Je crois qu'il y a un autre endroit où il parlait justement des évalués avec le Rutherford. Mais ça revient, ta question, ça revient sur l'approche fonctionnelle, en fait. Ouais. C'est aussi pour ça qu'il y a peu de. Même si tu as 10% de beaux, elles ne sont pas forcément graves. Et qu'il y a assez peu d'orientation. Ok, très bien. On va s'arrêter là. Merci Pierre-Adrien. Rendez-vous la semaine prochaine.